Je voudrais évidemment commencer par souhaiter la bienvenue à Sœur Angélique, parce que Sœur Angélique a fait un très long voyage. Elle est arrivée ce matin, étant partie hier de Kinshasa. Elle est arrivée ce matin, c'est la troisième fois qu'elle vient à Genève. Les deux premières fois, c'est le Haut Commissariat pour les réfugiés qui l'a invitée ici à Genève, d'abord pour un dialogue sur foi et protection en 2012, et ensuite l'année dernière pour recevoir le prix Nansen, un prix pour son action humanitaire en faveur de femmes et d'enfants victimes de la guerre dans le Kivu, donc dans cette province de la République démocratique du Congo. Donc vraiment, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à Sœur Angélique qui va donner son témoignage sur son action. Et aussi remercier la paroisse, et en particulier le prêtre de la paroisse, le curé Pascal Destieux, qui est ici, et évidemment toute l'équipe qui ont préparé cette venue, parce que je veux dire que nous sommes bien sûr un pays démocratique, mais de temps en temps un peu bureaucratique, pour l'obtention des visas notamment, et heureusement on a eu quelques petits coups de main qui nous ont permis de faciliter les choses. Mais enfin, merci encore d'avoir passé par-dessus tous ces obstacles, parce que c'était pas toujours facile. Donc, Sœur Angélique, comme vous le savez, est une religieuse, et elle est une religieuse catholique romaine. C'est une femme qui s'est consacrée véritablement à aider ces femmes et ces enfants victimes, et qui le fait maintenant depuis plusieurs années. Et je crois que vous allez voir là, d'une part, une vidéo, qui est d'ailleurs une vidéo qui vient du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui va durer 6 minutes. Et ensuite, Sœur Angélique va parler 30 minutes, et après vous aurez l'occasion de lui poser des questions. Et puis si jamais une question vous brûle la langue, vous avez la réponse ici. C'est-à-dire si vous dites, mais comment est-ce qu'on pourrait donc aider Sœur Angélique, eh bien vous avez toutes les indications ici qui vous permettraient de l'aider très concrètement. Et encore une dernière chose, c'est que demain, elle ne sera pas à Genève, elle va faire un pèlerinage à Paray-le-Monial, mais jeudi et vendredi matin, elle serait éventuellement disponible si les uns ou les autres voulaient la voir en bilatéral. Et puis, vendredi après-midi, elle va partir sur Saint-Maurice, parce que, comme vous le savez peut-être, il y a un week-end organisé par la communauté Eucharistique, et là, je n'ose pas dire qu'elle sera la vedette américaine, mais pratiquement, oui, c'est elle qui va ouvrir ce week-end de réflexion vendredi soir à 20h30. Donc là aussi, s'il y a certains de vos amis qui disent « Ah, moi j'avais le mardi soir, je ne peux pas », vous dites « Ça ne fait rien, prenez donc le train jusqu'à Saint-Maurice ». Et à 8h30, au centre sportif à Saint-Maurice, elle va parler, et je pense que ce sera certainement encore une fois un témoignage intéressant. Donc voilà, Sœur Angélique, je voulais vous demander de peut-être prendre place ici. On va vous laisser cette chaise et ce micro, et puis quand il y aura des questions, eh bien sûr qu'on passera un micro à ça. Pardon. Alors, merci mille fois encore. Decades later, the sister is doing exactly that. She works in a remote part of Northeast Democratic Republic of the Congo, where hundreds of thousands of people have taken refuge from armed groups, including the Lord's Resistance Army, the LRA. With the most meagre of resources, literally a bike in her 2 hands, Sister Angelique has helped more than 2,000 displaced women and girls who have survived horrific human rights abuses by the LRA.
Julie, not her real name, was 13 when she was abducted. 5 years later, she escaped and found her way to Dungu. During her captivity, Julie gave birth to 2 children and lived in constant fear. When morning came, I used to think, this is the day I will die, or maybe tomorrow. If you prepared something and they saw a strange leaf in the food, they would say you put poison in it. They would say you're a witch, and sometimes you made a mistake, and they would whip you. If they didn't beat you, they killed you outright. Julie is one of the many women who have found solace in Sister Angelique. The sister helps those who have fled, those who were abducted, or those who have lost loved ones in vicious attacks. Sister Angelique was also forced to flee, an experience that motivates her even more. Those who escape carry the scars of their ordeal, taken from their homes and carrying the stigma of the suffering they've endured. These women and girls would be lost without the support of Sister Angelique. She doesn't allow them to be passive victims. Instead, she gives them livelihood skills. She gives them confidence by telling them about their rights. It's a big day for Julie. It's her first lesson since she was kidnapped so many years ago. On her first day of literacy classes, I thought that she was very diligent. Every time I asked a question, she didn't hesitate to raise her hand. My dream is that they continue literacy classes until they get a diploma, so they can fulfill their dreams they had before, either to become a nurse, midwife or teacher, and so that they can lead useful lives and find a job as they'd always wanted. Monique, not her real name, was kidnapped at age 14 and is still haunted by the experience. Held captive for 2 years, she was raped and forced to kill. Someone had tried to escape, and they told us to kill him. They gave us whips and told us to beat him to death. We hit him on the head until he died. Afterwards, they gathered us together and told us that if we tried to escape, they would catch us and kill us the same way we had just killed our brother. After Monique managed to escape her captors, she found refuge in Dungu. She soon realised she was pregnant. That's when she met Sister Angelique and started attending her sewing classes. The women always express their desire to sew. In my opinion, when they meet like this, they share their ideas and it makes them feel better. It helps them to open up. For Monique, joining Sister Angelique's sewing circle was a godsend. She now supports herself and her son by sewing and selling school uniforms. For Sister Angelique, her efforts are simple, ordinary. But for these women who have nothing, it means the world. Although the haunting memories will never completely fade, they know Sister Angelique will always be there for them. I consider Sister Angelique to be my mother, especially since I don't have a mother. I'm an orphan. Patricia will never heal entirely. 2 of her sons and her daughter were kidnapped. One son is presumed dead and the other 2 children escaped but are psychologically scarred. I try to forget with the help of Sister Angelique. When we came here, we heard that they were helping women, so we presented ourselves. She spoke to each and every one of us. I spoke with her, and she became the remedy that appeased my heart. Monique, Julie and Patricia are just 3 women out of thousands who are helped by Sister Angelique. Sadly, there are so many more who need assistance. Undeterred by the scope of violence, hardship and misery surrounding her, Sister Angelique carries on her work, determined to do everything she can. I will never give up.
I will do my best to give them back hope and the possibility to live again. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes habitués à dire Papa Michel et toute son équipe, mes chers invités, révérend Père, différents invités, révérendes sœurs, bonsoir. Je suis très contente pour cette invitation qui vient de la part de Père Nicolas, qui m'avait invité l'année passée. C'était au mois de septembre aussi, quand j'avais terminé avec les activités de prix Nansen, les tournées de prix Nansen. Tout de suite, quand j'étais arrivée à la maison, il m'avait donné l'invitation qu'il voudrait que je puisse passer ici pour faire les témoignages pour les gens. Je lui avais présenté mes excuses parce que j'avais beaucoup fait le tour et que les enfants orphelins avaient besoin de moi à la maison parce que j'avais fait longtemps en dehors de la maison. Je devrais rester avec eux, c'est pour cela que je n'avais pas répondu positivement. Heureusement, ils étaient patients. Ils m'ont dit que nous allons reprendre notre invitation pour l'année 2014. Et merci pour leur fidélité de pouvoir m'accepter encore pour passer, vous partager comment est-ce que nous prenons en charge nos frères et sœurs qui souffrent terriblement. Je vais vous présenter mon témoignage à 5 grandes parties. Premièrement, je vais faire l'introduction. Je vais vous montrer les différentes activités que nous organisons pour aider ces femmes à reconstruire leur vie. Et après, je vais vous parler des sources d'autofinancement, d'où est-ce que nous trouvons ces financements pour aider ces femmes. Quatrièmement, je vais vous parler des difficultés que nous avons trouvées pendant ce travail avec elles. Et à la fin, je vais vous donner notre perspective d'avenir. Qu'est-ce que nous comptons faire pour l'année 2015? Je commence par l'introduction. Je me présente d'abord. Je suis Sœur Angélique, comme Papa Michel avait dit. Je réponds au nom de Sœur Angélique Namaika Nako. Je suis religieuse dans la congrégation des Sœurs Augustines du diocèse de Dungu-Doruma. Je suis âgée de 47 ans. Je vais vous présenter une petite historique. D'où est-ce que j'avais commencé cette idée d'aider ces femmes et ces enfants? Dès mon bas âge, comme vous avez déjà suivi dans d'autres activités, dès mon bas âge, j'avais eu cette vocation à partir d'une religieuse allemande. Elle venait soigner les personnes malades dans notre village, elle était seule. Comme elle était seule, moi je la voyais comme elle était trop prise. Elle n'avait pas le temps de se reposer ni de manger. J'ai dit, je vais tout faire pour devenir comme elle. J'avais eu pitié d'elle parce qu'elle était seule dans le travail. J'ai dit que non, il faut que je sois la deuxième personne pour l'aider à ce travail. Voilà le début de mon travail, à se donner aux personnes malades. Et après, j'ai grandi, j'ai commencé la vocation religieuse. Je m'étais beaucoup plus penchée sur les activités des personnes vulnérables, les malades, ainsi de suite. Alors, arrivé en 1992, j'ai fait mon premier vœu dans la congrégation des Sœurs Augustines. En 2000, j'avais fait le vœu perpétuel pour toute ma vie. Situation géographique et actuellement de Dungu. Actuellement, le territoire de Dungu vit encore dans la peur des atrocités. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous montre cela? Parce qu'il y a toujours des enfants qui continuent à sortir de la captivité et les déplacés
continuaient encore à vivre massivement dans leur camp, là où j'étais, là où on les avait mis. Personne ne bouge encore pour rentrer chez lui dans son village. C'est pour cela qu'il y a une situation un peu de peur dans ces territoires-là où je travaille. À plus de cela, Dungu vit maintenant dans une situation critique aussi quant à ce qui est des services médicaux, la restauration, parce que les humanitaires sont partis. Ce sont eux qui aidaient les personnes déplacées et vulnérables de Dungu pendant ces guerres-là. Ils sont partis parce qu'ils ont constaté qu'il n'y a plus assez de urgences. Mais nous qui vivons là-bas, il y en a encore. C'est pour cela que dans le centre, il y a toujours des personnes qui continuent à venir chez nous pour chercher l'aide. Catégorie des personnes qui bénéficient de notre aide. Qui sont ces gens-là qui bénéficient de notre aide? Premièrement, ce sont des femmes, jeunes filles et enfants victimes des atrocités, de toutes sortes de violences. Deuxièmement, ce sont des femmes déplacées, chefs de ménage. Ce sont ces femmes-là à qui nous offrons notre service. Comment est-ce que ces femmes sont arrivées à bénéficier de notre service? Premièrement, en 2003, j'avais commencé à aider les femmes vulnérables de la communauté de Dungu. Parce que j'avais constaté que beaucoup de jeunes filles n'arrivent pas à terminer ne fût-ce que l'école primaire. Avant de terminer l'école primaire, elle tombe déjà enceinte. Elle devient mère. Et moi, j'ai commencé à raisonner. La femme a une grande responsabilité dans la vie du monde. C'est la femme qui porte la vie, c'est la femme qui accouche, c'est la femme qui accompagne cette vie dans des différentes éducations pour que la femme devienne une personne adulte pour servir la société. Alors, la plupart de nos filles n'arrivent pas à cette maturité-là. Qu'est-ce qu'elles vont donner à ces filles et ces garçons de demain? C'est pour cela que nous avons commencé à organiser des petites formations en l'alphabétisation conscientisante, la coupe et couture, formation de art culinaire, c'est-à-dire la cuisine, et chant communautaire, afin qu'elles puissent au moins avoir une bagage là suffisante pour pouvoir aider les enfants. Voilà les soucis que nous avions auparavant, d'abord pour ces femmes vulnérables de la communauté. Et quand les femmes déplacées sont arrivées, les filles victimes, nous avons dit, elles aussi, elles en ont besoin de cette formation. Pourquoi? Pour elles encore, c'était un peu plus. Parce que pour elles, avec cette formation, nous avons trouvé que c'était une remède pour elles. Qu'elles puissent sortir dans les traumatismes. Elles ont vécu longtemps dans cette situation de captivité. Elles ont peur de la communauté. On doit les aider à s'intégrer dans la communauté. Comment? Par ces différentes formations. La coupe et couture, art culinaire, l'alphabétisation, la pâtisserie, les chants communautaires. Comme vous avez vu dans les films là, quand elles sont ensemble, elles essayent d'oublier les atrocités qu'elles ont vécues. Quand elles sont ensemble en train de servir les personnes dignes, elles vont se voir comme des personnes aussi utiles pour la société. C'est pourquoi nous les entourons avec notre amour là et les différents services pour qu'elles se sentent un peu aimées par les autres personnes. Voilà l'objectif de notre formation que nous offrons à ces personnes avant le prix Nansen. Alors, vu tout ce que nous avons fait avec nos petits moyens, ces petits moyens étaient venus d'où? Premièrement, des ventes de produits de la coupe et couture, des ventes de produits de notre cuisine, c'est-à-dire les restaurants. Nous sommes là avec les femmes. Quand on demande un service, même si vous nous demandez à 20 km, nous allons transporter nos marmites, nos assiettes pour vous suivre là-bas, aller préparer pour votre formation. Tout ça, c'était pour chercher un peu d'argent pour pouvoir répondre à leurs besoins. Parce que là, elles auront besoin de la machine à coudre, des habits pour coudre sur cela, de la nourriture pour préparer, apprendre à préparer avec.
Les champs aussi, il faut trouver des hommes pour nous défricher les champs. Il faut les payer. C'est pour cela que ces différentes activités, vente de produits agricoles, nous a aidés pour pouvoir aider les femmes jusqu'au jour où l'HCR a vu notre travail, notre donation avec le peu de moyens que nous avons eu pour pouvoir aider plus de 2000 femmes à partir de 2003 jusqu'à 2013. Et voilà comment est-ce que nous avons eu cette opportunité de recevoir ce prix de la part du HCR, qui nous a été, comme j'ai toujours dit, une surprise pour moi. Et ce prix-là, ce premier prix, nous a été arrivé comme une force. Aujourd'hui, j'étais un peu heureuse. Nathalie a vu ma photo. Là-bas, elle a dit, j'ai failli vous oublier. Parce que dans la photo, là, vous êtes un peu maigre. Mais maintenant, je vous ai vu, vous êtes si grasse. J'ai dit oui. Effectivement, dans les photos, là, je me sentais seule dans ces services-là. Franchement, il m'arrivait des fois à laisser couler des larmes. Parce que je voyais qu'il y avait toujours des demandes qui m'arrivaient. Il y avait toujours des affaires qui s'ajoutaient, mais malgré qu'ils voyaient que je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir les aider. C'est pourquoi, des fois, mes moyens étaient toujours de sourire. Vous voyez là-bas, j'ai souri comme un peu d'argent que je suis en train de leur donner. Le sourire, pour moi, je voyais comme si c'était un peu suffisant pour pouvoir leur dire que non. Là où vous venez, des fois, vous étiez habitués toujours avec des commandements. Personne ne vous montrait les dents comme ça d'amour. Je vous les donne. Et alors, ce prix, quand cela était venu, m'a beaucoup soulagée dans beaucoup des activités. J'ai trouvé que je n'étais plus seule sur le terrain et on était beaucoup. Pourquoi pas ne pas avoir fait la masse dans ce travail-là? Voilà, parenthèse, pour vous dire que cette force-là de prix Nansen nous a aidé beaucoup. Avant, je vous avais dicté les activités qu'on avait fait avant ce prix. Avec le prix qui nous est arrivé, nous avons eu beaucoup de choses encore à développer. Nous avons construit la boulangerie semi-industrielle. Pourquoi l'idée de la boulangerie nous avait été donnée? C'est parce que les femmes, elles avaient apprécié parmi le cours d'autofinancement, le cours de la boulangerie. C'est une boulangerie artisanale qu'on faisait avec elles. Elles ont trouvé que chaque jour, elles ne manquaient pas d'argent pour acheter les vivres pour aujourd'hui. Elles ne manquaient pas d'argent pour les soins médicaux des enfants. Elles m'ont dit de multiplier les fours artisanaux là pour qu'elles puissent avoir l'accès tout le monde pour préparer. Bon, j'ai dit multiplier les fours, ça ne sera pas bien. On a raisonné ensemble, il faut faire le semi-industriel. Qu'on diminue le travail de la femme pour qu'elle ne puisse plus continuer à préparer pour 4 heures du temps, qu'elle laisse les autres temps pour faire d'autres choses. C'est pour cela que nous avons fait le semi-industriel. Là, les enfants, on les paie à manger chaque jour. Les enfants orphelins qui sont chez nous, ils mangent les paix chaque jour. Les femmes vendent les paix à temps et à contre-temps. C'est leur boulangerie. Elles peuvent entrer comme elles veulent pour prendre les paix pour avoir de l'argent. En plus de la boulangerie, nous avons aussi fait un grand champ avec cet argent de la HCR. Un grand champ de 20 hectares de paddy qui nous a produit suffisamment de paddy. Avant de venir, j'avais moi-même récolté 50 sacs dans 4 jours. Et après, les femmes sont là en train de récolter. C'est ça qui aide les femmes maintenant pour ce qui est de faim. Les enfants vont bien manger. En plus de cela, l'argent qui est sorti encore de la boulangerie, nous avons pu construire d'une manière locale l'atelier de couture pour les femmes. Parce qu'elles n'avaient pas d'endroit pour faire la couture. Elles restaient dehors, comme vous avez vu là-bas quelque part, elles étaient dehors pour coudre. Mais maintenant, elles sont à l'intérieur de la maison qui est venue des intérêts de la boulangerie semi-industrielle. En plus de la salle de couture, nous avons construit aussi un grenier au champ pour récolter le paddy là-dedans avec les recettes de la boulangerie. Voilà, la boulangerie nous a donné la coupe de couture, la salle de la couture, nous a donné le grenier. Et le même montant de la boulangerie
nous a aidé aussi pour aménager un peu la route, pour faciliter les véhicules à entrer dans les champs pour nous déposer le matériel de construction et nous amenons aussi les vivres à la maison sur le point de vente. En 2014, un autre prix que nous avons reçu des pères comboniens en Espagne. Le prix s'appelle Prix Mundo Negro de la Fraternité et aussi donne chaque année à des personnes qui se distinguent dans le service des personnes les plus vulnérables de la guerre. Nous avons reçu cela. Maintenant, vous venez de voir les infirmiers là-bas. J'ai dit au père, nous avons les problèmes de la santé. Nous allons construire la pédiatrie avec pour pouvoir aider les femmes parce que nous avons constaté que leur argent de la boulangerie, quand elles vendent, d'un coup, elles versent tout à l'hôpital pour la santé de leurs enfants. Et nous voulons les aider dans ça pour qu'elles puissent épargner leur argent pour autre chose. Et voilà, nous avons construit cette pédiatrie polyclinique que nous avons inaugurée le 25 octobre, qui accueille déjà plus d'enfants maintenant. Dernièrement, on m'a parlé de 200 enfants déjà, comme à moins d'un mois. On a déjà soigné 200 enfants dans cette pédiatrie et cela est une autre joie pour les femmes. À part cela, à part ce prix, nous avons d'autres, le pâtis comme vous voyez là-bas, ça c'est le fruit aussi de prix Nansen. J'avais déjà parlé de cela. Les femmes sont heureuses et moi-même je suis heureuse parce que les enfants orphelins chez moi n'aiment pas manger autre chose que le riz. Si vous leur donnez autre nourriture, ils poussent comme ça. Alors, cela nous est le bienvenu pour les enfants à la maison. Nous disons encore une fois merci pour l'HCR, pour ces gestes d'accompagnement des femmes entre nos mains. Parce que ce n'est pas nous qui travaillons seuls, nous travaillons avec plusieurs personnes qui ont mis leurs mains dans la poche pour pouvoir donner ces prix aux femmes. Maintenant, notre difficulté. J'ai tout parlé des sources d'autofinancement. Nous arrivons aux difficultés rencontrées. Auparavant, avant le prix Nansen, j'avais les difficultés, sincèrement, pour aider ces femmes avec des matériels. Je leur disais toujours, contactez-vous de ce que nous avons maintenant. Ce que vous pouvez faire, c'est de prier, que nous puissions prier. Si le Seigneur vous a donné la volonté de venir réparer votre vie après les atrocités, prions pour que lui, qui vous a sauvé, puisse nous donner les donateurs afin qu'il puisse nous aider dans ces activités de réparer votre esprit, de vous faire sortir dans le traumatisme. Voilà ces difficultés qu'on avait, coupure de matériel, pas de place pour apprendre. Elles ont commencé à prier. Moi aussi, je n'ai cessé de prier. Suite de notre prière, nous avons eu des personnes pour nous appuyer. Actuellement, après le prix Nansen, quelles sont les difficultés que nous trouvons vis-à-vis de notre travail? D'abord, pour ce qui est de la boulangerie, nous avons les difficultés un peu pour les produits manufacturés. Parce que cela nous coûte cher. Nous devons toujours faire sortir de l'argent pour acheter. Et nous vendons les pains aux revendeuses, aux femmes victimes à un prix faible pour qu'elles puissent aussi vendre pour gagner quelque chose. Nous avons un peu de difficultés au niveau des produits manufacturés comme des farines, les levures, ce qui fait qu'à ce que le peuple puisse devenir la nourriture. Pour la polyclinique pédiatrique, nous avons des difficultés sur le niveau d'espace. C'était peu, nous avons dit nous commençons. On avait commencé d'abord pour les enfants qui sont à la maison, les orphelins que vous voyez là-bas. Des fois, on nous amène un enfant que sa maman vient de décéder aujourd'hui pendant la césarienne. Et nous devons nourrir jusqu'à ce que l'enfant puisse marcher. Nous avons des problèmes de lait infantile. Le lait qui est de l'enfant pendant 6 mois d'abord à la place de lait maternel.
par semaine, nous devons acheter des boîtes qui nous coûtent cher, 12 000 francs, à tout 25 000 francs congolais. C'est ce qui nous pose problème. Et l'espace pour accueillir les malades. Nous avons fait une salle de 10 lits. Mais moins d'un mois, un lit avait déjà, chaque lit avait 3 malades sur cela. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes de femmes victimes. Parce que là, nous leur donnons selon leurs possibilités. À un prix aussi, juste pour la reconnaissance, qu'un jour, s'il y a un peu de coupures, que nous puissions être à mesure de le prendre quand même en charge sur l'argent qu'ils mettaient à caisse chez nous pour quelques mois, avant qu'on puisse cesser de les aider s'il n'y a pas les moyens à l'hôpital. Voilà les difficultés que nous avons pour la polyclinique. Pour les champs à couloir, nous avons le problème de la route. C'est la route qui nous faut défaut pour les champs. Les champs est à 31 km dans la forêt. Les femmes doivent utiliser les pieds pour aller là-bas. Les autres vont manger les vélos pour aller. Chaque fois, elles tombent à route parce que la route n'est pas aménagée. Nous avons aussi le problème des moyens de transport pour faire sortir ces padis plus de 30 tonnes de champs à la maison. Et après, nous avons également problème de transfert de la femme malade à l'hôpital général à cause des manques de matériel pédiatrique et d'autres médicaments. Si la maladie n'est pas conforme à ce que nous puissions soigner chez nous, on doit transférer la femme à l'hôpital général. Nous manquons les moyens de transport comme l'ambulance pour pouvoir faire parvenir la femme vite à l'hôpital. Nous manquons aussi les médicaments essentiels pour pouvoir soigner les enfants à l'hôpital. 5e point, perspective d'avenir. Qu'est-ce que nous comptons encore faire? Nous envisageons, comme l'année passée, on a essayé d'envisager, on a fait au moins 80% de ce que nous avons rêvé pour l'année 2014. Pour l'année 2015, nous voudrions ouvrir une maternité. Tout ça, nous aidons les femmes à se sentir au moins épanouies. Nous avons trouvé que pour les femmes, elles se tiennent beaucoup à la santé de leurs enfants. Et les enfants aussi, on les voit dans la maternité. Si on leur donne la solution à la maternité et aux soins médicaux des enfants, je pense qu'elles vont être un peu heureuses. Elles vont dire qu'il y a quelqu'un, ou bien il y a les gens qui pensent à nous. Nous avons pensé à ouvrir la maternité bien équipée en médicaments, en matériel et au personnel. Nous voulons aussi ajouter une salle d'hospitalisation pour la pédiatrie, afin que nous ne puissions pas trouver 3 ou 4 enfants sur les lits. Vu les tonnes de padis que nous avons au champ, nous voulons installer la machine de transformation, décortiqueuse et moulin, pour pouvoir décortiquer les padis et moudre les maïs qui va sortir du champ afin de les rendre disponibles pour vendre. Au lieu de faire traîner les femmes sur le marché en train de vendre leurs articles une à une, les riz ou bien les maïs, nous avons pensé à construire une alimentation de vivres, un dépôt d'alimentation. Comme ça, chaque femme va amener autant de sacs, elle sait qu'elle a autant de sacs, elle passera seulement à retirer l'argent, à traiter, elle continue à faire son travail au champ. Et après, nous voulons aussi ouvrir l'atelier de couture pour aider les femmes qui sont spécialisées dans la couture de voir un endroit, de trouver un endroit pour gagner leur vie comme couturière dans cet atelier de couture. Nous avons été l'année dernière dans la proclamation des enfants. Plusieurs enfants déplacés n'avaient pas suivi leur proclamation parce qu'ils n'ont pas payé, des différents frais de scolarisation. C'est pour cela que nous avons pensé à cadrer les enfants de première année jusqu'à 3e pour pouvoir les aider aussi
à pouvoir bénéficier de l'éducation comme tous les autres enfants. Et à la fin, pour ce qui est de la connexion, des fois, les bailleurs me demandent, ma sœur, envoyez-nous tel rapport. Nous voulons savoir, la boulangerie, c'est comment les rapports de la boulangerie, c'est de suite. Des fois, je cours pour chercher là où la connexion Internet, j'arrive à retard, les gens ont pris des connexions par-ci, par-là. On voudrait aussi penser à mettre quelque chose pour nous servir dans notre bureau, pour donner les rapports successifs et multiplier des papiers d'hospitalisation qui nous demandent toujours de photocopier les papiers à tout moment. Nous songeons aussi à un jour qu'on ne peut pas trouver des aides par-ci, par-là. On ne peut pas annuler le travail que nous avons fait avec les bailleurs dans notre milieu. Nous voulons penser à la pérennité de ces activités-là. C'est pour cela que nous avons songé sur notre champ-là de 20 hectares. Nous voulons planter les palmiers, nous voulons planter le cacao pour prendre en charge nos activités de la boulangerie, de la pédiatrie, de la maternité à la longue. Je vous dis et je vous remercie par ces mots de clôture de la construction vient de planter les palmerins et les cacao. Voilà, merci pour votre attention à ce petit discours que je viens de donner sur le témoignage des activités avec les femmes vulnérables et des différentes activités, des différentes violences faites à la femme et aux enfants. Merci. Oui, merci Sœur Angélique. Je pense qu'il y a des questions. Alors, les personnes qui voudraient poser des questions, on va passer avec un micro. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et combien est-ce que vous avez accueilli de femmes et d'enfants? Parce qu'il y a en permanence un certain nombre de femmes chez vous, ou bien il y en a beaucoup qui vont et qui repartent. Combien de temps restent-elles? Quel est et les enfants, vous en avez combien actuellement donc, dans le centre dont vous vous occupez? D'accord, merci. Merci pour la question, madame. Je commence par les enfants. Actuellement, nous avons 27 enfants au centre d'orphelinat que nous avons nommé Bienheureuse Jeanne-Marie. Nous avons 27 enfants, 15 bébés à l'âge d'allaitement et le reste sont ceux qui ont cessé de prendre le lait, qui ont commencé à manger le pain comme celui-là. Et les autres grands, à partir de, nous prenons à partir de 0 jusqu'à l'âge de 17 ans, comme dit la définition de l'enfant. Tout enfant qui a un problème, surtout les victimes et les enfants vulnérables de la communauté, nous les accueillons. Pour les femmes, nous avons le système d'aider les femmes chez elles. Il y a des heures de rencontres, de cours. Elles viennent à partir de 8h jusqu'à 12h pour qu'elles fassent avec nous beaucoup de temps dans les services et entourées par le professeur et occupées par le travail. Comme vous voyez au champ là-bas, elles sont en train de cueillir. Je pense avec ces activités-là, elles prennent leur intelligence dedans. Pour cette année, on avait prévu 350 bénéficiaires, mais nous en avons au-delà de ces 350-là. Comme je vous avais dit, avec le départ des humanitaires, le point focal
c'est nous. Elles nous connaissent dans la protection de la femme et des femmes. S'il y a une situation là-bas avec les femmes, on se fait recours à nous. Ils ont nos numéros, que ce soit à l'hôpital, les infirmiers nous appellent. Soit du point de vue santé, une femme accouchée par la césarienne, elle n'est pas en mesure de payer les montants de la césarienne, elle est notre bénéficiaire, on m'appelle. C'est pour cela que je ne peux pas vous dire qu'on se limite à 350, les nombres s'augmentent toujours. Il y a des affaires que nous aidons à la maison. S'il y a une famille qui comprend quelque chose, qu'ils peuvent faire les lains, ils viennent, on fait les paquets des lains, on donne pour toute la journée, tu donnes demain matin, tu reviens encore plus. Ces affaires que nous appuyons dans la famille, ils ont dépassé ces nombres-là de 7 enfants que nous avons donnés. En plus de cela, il y a des enfants, comme je vous avais dit, qui n'avaient pas suivi leur proclamation l'année passée. Il y a les témoignages, j'avais oublié de donner les témoignages. Merci pour votre question. J'ai une fille, parmi ces filles, elle est orpheline de père et de mère de ces atrocités. Une fille de 13 ans. Elle a fait 3 fois la première à la 3e année primaire, faute de manque d'argent pour ses différents frais. Je l'ai découvert. Elle était venue elle-même chercher le travail journalier pour ses études. J'ai commencé à le questionner, quelle autre situation elle m'a parlé de cela. Je l'ai pris en charge. Premier exercice, quand ils étaient rentrés à l'école, le maître a trouvé que l'enseignant a trouvé que la 3e année n'était pas à sa place. Ce n'était pas son niveau. Parce qu'elle a repris plusieurs fois faute d'argent. On l'a fait passer à 4e. Elle arrive à 4e, elle était toujours la première de la classe. Alors, il n'avait plus moyen qu'on puisse l'amener jusqu'à 5e. On l'a gardée là-bas. Elle avait passé sa 5e. Maintenant, elle est heureuse parce qu'elle a trouvé une mère qui s'occupe de ses études. Hier, je lui ai demandé, elle m'a posé la question parce que maintenant, c'est le pèlerinage chez nous. C'est 4 ans d'anniversaire de Martyr d'Amarit. Elle m'a dit, maman, je vais aller. Elle a maintenant 14 ans. Je vais aller pour le pèlerinage. Je lui ai dit oui. Je lui ai donné le chauffeur qu'on l'accompagne là-bas les jours de pèlerinage. Qu'elle puisse faire l'expérience avec les autres personnes. C'est une joie. Elle dit que maman, je ne te quitterai pas. Ça, c'était un témoignage pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a aussi un autre témoignage que j'avais oublié de vous le dire. Quand les femmes trouvent cette formation comme ça, est-ce qu'il y a des changements? Parce que les autres en ont cette question dans la tête. Est-ce que vraiment il y a des changements dans la tête de ces enfants qui étaient kidnappés à l'âge moins âgé de 10 ans, qui revient avec des enfants dans les bras? Est-ce qu'elles changent de comportement? Je vous dis oui. Il y a une qui est sortie dernièrement avec des enfants. Elle ne savait pas quoi faire. Ni présence des humanitaires à la maison. La famille était une famille déplacée qui va prendre en charge ses enfants, sa restauration, ses habillements. Elle vient de revenir. Tout le monde m'a intéressé à cela. On m'avait dit ça le soir. J'ai pris mon vélo, je suis allée la voir. Parce qu'on nous avait dit, s'il y a quelque chose d'une bénéficiaire, il ne faut pas traîner, il faut aller tout de suite la voir sur le terrain, quel besoin qu'elle a. On a essayé de dialoguer avec elle, elle m'a partagé. Le lendemain, je suis revenue encore. Et petit à petit, je lui ai donné confiance. Qu'est-ce que tu en as besoin? J'ai cherché, j'ai amené. Seulement pour l'aider, pour qu'elle sache qu'on l'attendait ici. Ce n'était pas de sa faute qu'elle est restée pendant longtemps là-bas. On avait besoin d'elle. Et on l'a insérée dans les services. Comme je vous parle, il y avait le service des restaurants là-bas pour 21 jours. J'ai dit c'est une chance pour elle. Elle doit être avec ses mamans-là pour voir comment se concerne les gens, pour savoir un peu dialoguer avec les gens. Et à mon absence, elle a témoigné cela pour les autres personnes, dit merci. Quand je vais chez la sœur ici, je me sens à l'aise, je suis heureuse. Si je rentre à la maison, j'ai peur qu'il va me faire du mal, ainsi de suite. Petit à petit, avec des répétitions comme ça, elle va s'habituer avec les gens, elle va sortir. C'est déjà un bon pas. Et l'autre, qui est peut-être passée avec nous ici dans les images, elle était sortie grosse avec un enfant.
On l'a aidée pour accepter la FA jusqu'à ce que la FA ait marché. Elle a commencé à étudier avec nos petits moyens. Et après, elle a trouvé un mari. Aujourd'hui, elle est grosse. Elle a son deuxième enfant qu'elle attend maintenant. Pour vous dire qu'elle change. Les hommes les préfèrent aussi comme toutes les autres femmes. Parce que nous avons le système de les mettre avec d'autres vulnérables. On ne les laisse pas seules. Parce qu'elles sont seulement entre elles ne vont pas changer vite. On les met avec d'autres bénéficiaires de la communauté pour qu'elles ne puissent pas être stigmatisées. Elles sont nombreuses, mamans, les bénéficiaires, elles viennent toujours. Et je vais vous dire un peu quelque chose. Quand elles ont vu la pédiatrie, beaucoup ont dit, ma soeur, nous prions beaucoup pour que le Seigneur te donne une longue vie pour nous aider. Elles ne croyaient pas qu'un jour qu'elles pouvaient avoir la pédiatrie pour les soulager. Parce qu'à l'hôpital, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de médicaments. Oh, elle cherche d'abord à côté là-bas les médecines traditionnelles, si ça peut soulager la femme. Et entre-temps, la femme continue à souffrir. Quand elle arrive à l'hôpital, urgence. Dans la maison d'urgence là-bas, il faut beaucoup d'argent. Ma soeur, votre bénéficiaire est ici. Des fois, je laisse couler de larmes. Beaucoup d'argent, je vais trouver ça maintenant. Je dois acheter les lampes pour les enfants, ainsi de suite. Et la pédiatrie, quand c'était arrivé, nous avons dit merci. Voilà, maman, la réponse à votre question. D'accord. Ma sœur Angélique, moi je reste émerveillée par la couleur de vos vêtements. Si vous pouvez nous donner comment faites-vous pour le tissage et le bain de ces couleurs. Mais excusez maman. Je suis donc émerveillée par la couleur de vos vêtements. Si vous pouvez nous donner un petit peu un signe, comment faites-vous pour le bain des vêtements et le tissage. Les vêtements que je porte. D'accord. Merci pour la question. Bon, je ne sais pas si la couleur est comment. Pendant la formation religieuse, on nous disait toujours de chercher les habits mauves parce qu'il y a des couleurs vives. C'est un signe de pauvreté pour nous. On cherche des habits un peu moins attirants. C'est pourquoi j'ai ces habits-là. Je ne sais pas si c'est de cette couleur-là. Alors, d'autres couleurs, on dit que nous, les tribus andes, nous aimons beaucoup de couleurs rouges. Ça nous plaît. C'est pourquoi vous voyez d'autres mamans avec leurs couleurs comme elles veulent. Sinon, pour moi, la signification de notre couleur-là, c'est un symbole de la pauvreté. Et la couture, c'est la couture qui est pour les religieuses congolaises. On nous a demandé de faire ça pour se distinguer des autres mamans, parce que nous portons comme elles. Elles portent les pagnes, je pense avec d'autres mamans, vous les avez vues là-bas. Elles portent les pagnes comme nous, sauf que nous devons un peu changer la manche et le cou pour nous différencier des femmes mariées. Voilà ce que je peux vous dire. Merci ma sœur pour ce beau témoignage. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. En fait, c'est vous vivez encore avec votre communauté religieuse, et est-ce que c'est toute la communauté religieuse qui est au service de ces femmes? Enfin voilà, je voulais juste avoir une précision par rapport à ça. Merci pour la question. À un moment donné, la demande de ces femmes et des enfants était devenue fréquente. Je devrais toujours être avec elles sur le terrain. Vous voyez, reprendre quelqu'un, ça demande la présence continuelle. C'est pourquoi je devrais toujours sortir pour répondre à leurs besoins. Un enfant malade à l'hôpital, on devrait m'appeler. Je ne suis pas infirmière, j'ai fait la pédagogie, je suis enseignante. Je devrais être à l'hôpital
pour résoudre les problèmes, supplier les docteurs, les infirmiers pour qu'ils puissent aider la femme. Et ça perturbait mon horaire dans la congrégation. Et à chaque fois, vraiment, si je ne répondais pas à ces besoins-là, d'aller assister les femmes, je trouvais comme si j'étais vraiment dans une prison. Je n'étais pas à l'aise. J'avais demandé à ma sœur supérieure et à mon évêque par la lettre qu'on appelle exclustration. J'ai dit à ma supérieure que je ne comprends pas exactement qu'est-ce que le Seigneur veut. Je voudrais aller réfléchir sur cette question-là. Et il m'avait accordé cette permission. Et je suis allée, j'ai commencé à habiter avec ses enfants parce qu'il avait déjà des enfants. Si vous n'êtes pas fatigué, je vous donne le début du commencement de l'orphelinat. Il y avait une femme qui souffrait de sida. Elle était abandonnée par elle-même. La famille avait dit qu'ils étaient assez parce que on l'avait interdit beaucoup de ne pas fréquenter cet endroit-là. Elle ne voulait pas écouter. Maintenant, elle va se charger de sa maladie. Elle était abandonnée. Elle était à l'hôpital avec son enfant de 3 semaines. Elle devait surveiller son sérum et chercher à manger. On était passé là-bas un jour. Elle m'a dit, ma soeur, je voudrais vous confier cet enfant. Je n'aurai plus assez une vie longue. Si vous pouvez m'aider à sauver la vie à mon enfant. Et j'ai dit que, comme je ne suis pas supérieure de la maison, comment est-ce que je vais introduire cela? J'ai dit non. J'ai refusé à l'intérieur de moi, parce que je n'avais pas le pouvoir de prendre en charge la femme. Et après, je lui ai dit, je vais amener à manger pour vous et l'enfant. Je vais vous prendre en charge ici à l'hôpital. Elle n'était pas d'accord intérieurement. J'ai commencé à amener la nourriture chaque jour, matin, soir. Et un jour, quand je partais pour l'ordination d'un prêtre de notre congrégation, je l'ai croisée. Elle était très maigre. Je l'ai croisée avec son enfant sur la route. Elle a mis l'enfant au dos. Je lui ai posé la question, où vas-tu? Elle m'a dit, non, ma soeur, l'enfant, parce que je t'avais dit de prendre l'enfant. Vous n'avez pas répondu. Je pars chercher quelqu'un dans la communauté pour lui confier cet enfant. Parce que je vois que je ne vais pas terminer la semaine qu'on va commencer demain. J'ai eu pitié. Je me suis dit, peut-être elle part jeter l'enfant dans la rivière parce que c'est à côté là. Je lui ai dit, non, maman, je te supplie, rentre à la maison. Après l'homélie, je vais venir prendre l'enfant. J'ai décidé, je vais prendre l'enfant, je ne te trompe pas. Je suis allée, elle m'a écouté, elle est rentrée à l'hôpital. J'ai terminé l'homélie de l'évêque, je suis sortie et je suis allée prendre l'enfant. Sans savoir qu'est-ce que je dois donner à l'enfant maintenant, à l'enfant de 3 mois. Il n'avait pas le lait à la maison ni autre chose. Voilà le début de cette aventure des enfants orphelins. Oh, j'ai essayé de donner le reste de la bouillie qu'on avait laissée, la femme n'a pas voulu. Heureusement, à cette période-là, il y avait le MSF. Je suis allée supplier le MSF pour pouvoir nous aider avec les laits. Et on a commencé à donner les laits. Malheureusement, à l'âge de 8 mois, la femme était décédée. Et j'ai dit que je n'oserais plus. Le même jour quand on avait enterré la femme, on avait amené notre enfant. De ma sœur, nous voulons que tu puisses nous aider. Et voilà comment est-ce que cela a été commencé. J'ai commencé à vivre avec cet enfant à la maison. Et après, ils ont commencé à devenir nombreux. Et les femmes ont eu vraiment l'accès de venir à temps et à contre-temps là où ils étaient pour pouvoir les aider. Et avec ce nombre d'enfants, nous continuons encore à vivre avec eux dans ce centre. La petite maison que j'avais auparavant, j'avais trouvé une autre parce que c'était le bureau où j'ai travaillé pour la dynamique femme. J'ai demandé un autre espace, on m'a donné, j'ai trouvé encore, c'était trop petit pour nous. Et avec les prix Naxen et tout, les petits dons qu'on nous avait donnés, j'ai trouvé l'espace de 80 sur 60 mètres
c'est là où nous avons construit la pédiatrie, c'est là où nous avons mis les enfants, et c'est là où nous œuvrons maintenant avec toutes ces personnes. Je suis seule avec eux, les sœurs, les concerts, ne cessent de donner coup de main pour eux. Voilà. Oui, ma soeur, vous disiez tout à l'heure que quand vous n'avez plus rien à donner à ces enfants, aux femmes et aux enfants, tout ce que vous leur donnez, c'est votre sourire. Et en effet, on voit sur toutes les photos que vous avez un sourire lumineux, magnifique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'où vient ce sourire? Quelle est la source? Qu'est-ce qui anime votre sourire? Ben, la source, il me serait difficile de vous l'expliquer. Peut-être que ça vient de la famille. Premièrement, de la famille, parce que je suis la troisième enfant de la famille. J'étais plus aimée par mes parents. J'étais bien aimée par mes parents après tous les frères de la maison, ce que je sais encore. Et le fait d'être aimée, je devrais toujours être heureuse. Depuis que mon papa et ma maman s'étaient mariés, je n'avais jamais vu un jour papa en train de menacer maman. La brutalité, la violence à la maison. On était toujours heureux là-bas. Et papa et maman heureux. Je pense que c'est là où vient notre source. Parce que s'il y avait la violence à la maison, on pouvait toujours avoir la paix. On était dans une famille heureuse et papa et maman ils sont encore à vie. J'ai perdu 3 de mes frères, une fille et 2 garçons, et nous sommes restés 2 filles et 1 garçon. Je pense que le sourire vient de là. Deuxièmement, quand j'ai fait le travail, je me souviens toujours des paroles du Seigneur. Tout ce que vous faites, plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Je dis, c'est celui qui m'a engagé. À la suite de qui j'ai fait ce pas, je dois le rendre parce qu'il en a besoin. Voilà ce que je peux vous dire à propos de ces sourires. Quand j'arrive à la maison, si je rate les enfants, sache déjà que la maman est là. Je commence d'abord par danser pour égayer les autres là. Tout le monde commence à rire. Seulement pour leur donner la joie. Voilà ce que je peux vous dire. Bonsoir, sœur Angélique. Merci pour votre témoignage. Tout à l'heure, vous aviez soulevé la question d'une création d'une maternité. Et je me demandais en fait de quel budget aviez-vous besoin pour la création de cette maternité qui effectivement est une très belle œuvre. J'aurais voulu savoir de quel budget vous aviez besoin pour la développer. Merci maman pour la question. La fois passée avec le docteur que l'hôpital général nous avait donné, nous avons essayé un peu de réfléchir sur la construction, le médicament, le matériel, le paiement des personnels. On était tombé sur 66 950 €. C'est ce que nous avons fait pour la capacité de 20 lits. C'est ce que nous avons un peu pensé à cela. Après avoir fait des calculs avec ceux qui sont du domaine. Bonsoir. J'avais aussi une question, parce qu'au début vous étiez seul, et maintenant ça s'est quand même élargi grâce au fonds que vous avez recueilli, et puis grâce, je pense, à la motivation que vous aviez et ce don de soi que vous avez réussi à partager. Et je voulais savoir en fait maintenant combien est-ce que vous êtes dans cette communauté à organiser ça dans tous les secteurs de votre organisation. Avec tout ce qui nous importe. Au total, nous sommes 15. Nous sommes 15. Oui. Parce qu'il y a le service de la boulangerie là-bas, l'enseignement ici pour les femmes, la pédiatrie et les chants en couloir. Oui.
Alors, vous avez beaucoup parlé des femmes, des enfants, et moi, dans les photos, j'ai vu aussi un certain nombre de visages d'hommes très rayonnants, très touchants, et j'aimerais que vous nous parliez un peu d'eux. Quel est leur rôle, combien ils sont, comment ils ont atterri à vous aider? Les hommes. Oui. Oui, cet homme ici, ça c'est le premier enfant à l'orphelinat. Il nous était venu à l'âge de 2 mois et demi, avec 2,5 kg. Le premier jour, quand je l'amenais pour la peser, j'étais honte. Parmi les femmes là, avec leurs enfants, bien. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Un abbé m'a dit, ma soeur, du courage. Que le Seigneur t'aide à faire que celui-ci puisse guérir. Le premier, c'est le premier orphelin. Les hommes ici, il y a un homme là-bas, ça c'est un infirmier. Il nous aide à l'hôpital, à la pédiatrie. Il y a d'autres hommes, parce que le travail de la boulangerie, nous avons dit que nous voulons alléger le travail à la femme. Elle a beaucoup à faire. Elle doit se reposer pour ce qui est de la boulangerie. Parce que la boulangerie fonctionne avec la machine, les malaxeurs. Et le travail de la boulangerie, ça prend du temps. Ce n'est pas les 2 kilos qu'elle faisait, c'est 50 kilos qu'on doit produire, ou bien 100 kilos par jour. Pour ne pas lui laisser la charge, on a engagé les hommes pour la boulangerie. Pour les champs, nous avons aussi eu la présence des hommes pour nous aider à défricher parce que c'est la forêt. La femme ne peut pas faire ça. C'est la forêt. Même pour cueillir aussi, il faut que les hommes viennent nous aider. Il y a d'autres femmes qui ont leur mari. Je leur avais dit, nous ne pouvons pas nous attribuer du travail. On doit amener tous les enfants à la maison. Même le mari, s'il est là, c'est notre nourriture, on doit mettre la main. Il y a d'autres hommes de bonne volonté qui viennent et disent, ma soeur, nous venons seulement vous aider. C'est pour cela que vous allez être étonnés, la pédiatrie, comment est-ce que c'est terminé. Et d'ailleurs, quand le père me remettait l'argent, je vais dire à l'HCR, il m'a dit, c'est rien devant les dons de l'HCR. Je lui ai dit non. La femme veuve de l'évangile, elle avait petites choses, un petit monnaie qui lui restait. Elle avait tout donné. Le Seigneur a apprécié aussi cela. Qu'il ne puisse pas avoir peur. Son argent va faire des choses pour les femmes. Et voilà, l'argent construit la boulangerie, la pédiatrie. C'est pour vous dire que tout est nécessaire. Que ce soit la prière. Ces hommes-là nous aident des fois. Ils disent, nous sommes venus seulement vous aider, ma soeur. Ce que vous faites, c'est énorme. Ça, c'est notre don. Vous donnez notre force. C'est pour ça que vous voyez des hommes aussi parmi nous. Il y a aussi des hommes bénéficiaires. On ne les refuse pas. Parce que quand on parle des femmes, c'est-à-dire le nombre de femmes est très élevé. Et ce sont elles aussi qui ont besoin beaucoup d'aide pour réparer leur personnalité, pour éviter la transmission des conflits au conflit. Je vous disais que c'est la maman qui reste avec l'enfant pendant longtemps. Si la maman n'est pas bien traitée pour ces conflits-là, elle va toujours pleurer. Vous voyez que la femme ne sort pas elle ne prend pas le temps pour pleurer si les choses les dépassent. La femme va assister à sa maman qui pleure toujours. La femme ne cessera de demander pourquoi, toujours des questions. Pourquoi maman? La maman va dire voilà ce qui nous avait arrivé dans votre village. La femme va grandir avec. C'est pour cela que nous mettons plus d'accent sur la femme. Parce que c'est la femme qui fait les enfants, qui reste avec les enfants, qui aide telle personne à devenir ce que nous voyons. Voilà. Merci pour votre témoignage. J'ai une question. Vous avez parlé d'une pédiatrie, vous avez parlé aussi de maternité. Au niveau des médecins, est-ce que vous avez déjà des médecins sur place ou est-ce que vous avez des médecins qui sont européens qui viennent aider ou faire des missions ponctuelles? Si oui, est-ce qu'il y a un besoin aussi de médecins ou d'infirmiers ou d'infirmières? Merci. Bon, on vient à peine de commencer. Comme je vous disais, nous n'avons pas de matériel
pour lesquels on peut inviter quelqu'un de très loin pour venir. Nous avons commencé vraiment en base de presque de rien. Les médicaments, on essaie un peu d'acheter dans les pharmacies là. On cherche, on en a besoin de personnes qui viennent de loin pour former aussi d'autres personnes qui sont sur le terrain pour d'autres, je ne sais pas, expertise. Oui, vraiment nous désirons cela. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore reçu parce que nous n'avons pas encore fait la structure comme il se doit pour inviter quelqu'un. S'il vient, il trouve ça pour qu'il ne puisse plus chercher. Il veut trouver telle maladie, il faut qu'il trouve des appareils qui vont l'aider à mieux faire son travail. Oui, jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de volontaires européens qui sont venus pour ça. Nous avons essayé de commencer comme ça. Oui. Je pense qu'avec le temps, si d'autres personnes nous aident à améliorer cela, vraiment, on aura vraiment besoin des Européens pour nous soutenir, comme on voit ailleurs. Oui. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. C'est moi. D'accord. Merci déjà de toute l'émotion que vous nous apportez. Je voulais vous demander, en fait, vous parlez de projets qui sont relativement proches pour l'instant, mais est-ce que vous pouvez vous transposer dans l'avenir et imaginer ce que ces femmes et ces enfants vont devenir quand les enfants vont grandir? Est-ce qu'ils vont rester dans cette communauté ou quel est leur avenir à long terme? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? D'accord. Merci pour la question. Et j'avais oublié de vous dire, nous faisons l'effort pour la réunification. Et d'ailleurs, avant de venir, j'avais déjà réunifié 5 enfants qui sont les orphelins avec nous. Comme ils sont là-bas, nous commençons déjà à entretenir avec la famille de ces enfants. Parce que les laisser tous dans un centre n'est pas bien aussi pour leur éducation. Si la femme commence à manger bien, on trouve que sa famille peut continuer à aider la femme à bien manger, à grandir là-bas. Nous préférons remettre déjà la femme quand il marche. S'il marche, on trouve que les pieds sont devenus solides, on les laisse. Seulement c'est lui. Quand on fait des négociations avec la famille, on ne trouve pas une lueur là d'aider la femme suffisamment. On garde encore la femme pour ne pas abîmer le travail qu'on a fait pendant longtemps pour qu'on renvoie la femme pour qu'il aille mourir. C'est pour cela qu'on le traîne. Celui qui mange le pain, il continue encore à être avec nous parce qu'on ne trouve pas avec une personne qui l'accueille chez lui à la maison. Voilà, c'est ça notre souci. Et les femmes aussi, nous voulons qu'elles puissent évoluer, comme je vous avais dit, dans la maison, pour rester à côté de la famille, des enfants, essayer de les lever là-bas, qu'ils s'habituent avec leur situation de vie. Oui, parce que si nous les faisons traîner beaucoup chez nous, ils sont habitués à manger le pain chaque jour. Ils se réveillent à minuit, on lui donne le pain. Et à la maison, on va faire des problèmes pour la famille, la pauvre famille. C'est pour cela qu'on les réunifie. Mais on les garde toujours. On fait de tout pour voir si la femme va bien. S'il est malade, il faut l'amener à la pédiatrie. Il va recevoir les médicaments gratuitement parce que c'est pour eux. C'est eux qui avaient construit leur pédiatrie. Et ils reçoivent les médicaments gratuitement. Voilà. Merci la sœur, je crois que on vous a bombardé de questions, mais vous avez, je pense qu'on peut peut-être, non seulement encore vous remercier, mais peut-être on pourrait continuer de manière informelle à l'extérieur et peut-être même à côté, et puis clore cette conférence ce soir en vraiment vous souhaitant plein succès dans la continuation de votre œuvre. Je suis bien persuadé qu'il y a non seulement des médecins qui pensent, là aussi, vous savez, Samuel Sommaruga a fait cette médecine, il y a qui pensent peut-être à vous rejoindre un jour, ou en tout cas qui vont en parler à leurs compagnons et leurs amis.
Il y a d'autres gens qui ont posé des questions de budget, peut-être, qui vont susciter des dons. Comme tout le monde le sait, nous avons ici sur ce petit papier toutes les indications pour vous aider. Nous n'allons pas mettre un panier à la sortie, rassurez-vous. Et alors, véritablement, si vous avez l'occasion de venir à Saint-Maurice, venez-y. Si vous pensez qu'il y a d'autres gens qui seraient intéressés de venir à Saint-Maurice, encore une fois, Sœur Angélique parle ce vendredi soir à 8h30 au centre sportif de Saint-Maurice. C'est organisé par la communauté eucharistique. C'est donc un week-end de Dorothée et Nicolas de Flux. Et sachez donc que vous êtes tous bienvenus, que vous veniez seulement vendredi ou que vous vouliez passer tout le week-end là-bas. En tout cas, Sœur Angélique, merci mille fois. Vous avez voyagé toute la nuit dernière, vous devez probablement être un peu épuisé de ce voyage. Merci une fois de ce témoignage et nous allons certainement continuer à vous aider et en tout cas aussi vous entourer de nos prières en plus de tout ce qu'on pourra faire sur le plan matériel. Merci une fois. Merci.